Bienvenue sur Le Fil, le podcast des formatrices et des pros de l'accompagnement qui veulent construire un vrai business. Un business qui attire, qui transforme et surtout qui rapporte. Tu es une vraie badass et tu as un talent fou pour transformer la vie de tes clients. Mais côté business, tes résultats ne sont pas encore tels que tu pouvais les imaginer. Bref, tu veux plus de clients, plus d'argent et accessoirement plus de liberté dans ton activité ? Bouge pas, tu es au bon endroit. Moi, c'est Céline Pinto, je suis mentor business des formatrices, coachs et pros de l'accompagnement depuis 2020. Ici, je te partage chaque semaine des stratégies concrètes, des clés activables et surtout de la clarté. Sur Le Fil, tu vas découvrir qu'il existe une autre façon de vendre tes accompagnements. Tu vas apprendre à vendre ta valeur et pas juste ton temps. Tu vas structurer ton activité pour avoir plus de clients, plus de revenus, plus de liberté. Bref, sur Le Fil, je te bouscule, je te fais réfléchir, je te fais passer à l'action. Je suis perchée et stratégique. Et ici, on a le droit d'être les deux. Si tu veux reprendre le pouvoir sur ton business, te sentir puissante, souveraine, alignée et enfin assumer ton expansion, accroche ta couronne, on commence maintenant. Hello, bonjour, bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, je reçois Justine Abécassis qui vient tout juste de sortir « J'ai testé pour vous l'échec entrepreneurial aux éditions Prochain Chapitre ». C'est pas juste un bouquin sur l'échec, c'est vraiment un guide pratique qui répertorie en 15 chapitres toutes les façons de planter sa boîte pour éviter de les faire soi-même. Évidemment, j'imagine qu'avant d'écrire 230 pages sur l'échec et pour te positionner en experte de l'échec, tu as dû tester par toi-même. Alors merci, parce que c'est justement un sujet qui me parle pas mal en ce moment, le sujet de l'échec. Et c'est exactement pour ça que j'ai eu envie de te donner la parole au micro de ce podcast. Salut Justine, comment tu vas ? Hello Céline, merci beaucoup pour cette invitation. Écoute, ça va chaudement, mais ça va. En effet, il fait un tout petit peu chaud en ce moment. Alors, avant de parler de tous les échecs, évidemment, tu as testé pour nous, donc j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu ton parcours pour... qu'est-ce qui t'a amené à écrire un livre sur l'échec entrepreneurial ? Écoute, donc j'ai lancé ma boîte à la fin de mes études en école de commerce, directement après. Et donc j'ai monté cette boîte, puis j'ai planté cette boîte. Ensuite, je me suis retrouvée à faire du mentorat pour entrepreneurs et j'ai accompagné une centaine d'entrepreneurs. Puis, je suis passée du côté salarié en rejoignant une boîte qui s'appelle Live Mentor, qui est un organisme de formation à destination d'entrepreneurs et qui forme des entrepreneurs. En parallèle de ça, j'ai été au board de EdTech France, l'association EdTech France. Et ensuite, ma carrière a pris un tournant un peu particulier parce que j'ai fait un accident de plongée sous-marine qui m'a un peu renvoyée à la case départ et voilà, m'a mené à avoir 1 ou 2 années compliquées où j'étais juste là à prendre soin de moi et à guérir au lieu de travailler et de poursuivre ma carrière. Mais bon, c'est les accidents de la vie, c'est pas grave, ça arrive. Et en fait, ce bouquin, j'ai commencé à l'écrire 2 semaines après avoir fermé la boîte. Initialement, c'était pas vraiment pensé pour écrire un bouquin, c'était plutôt j'ai besoin de m'exprimer. En fait, j'ai besoin de guérir, j'ai besoin d'extérioriser tout ce qui s'est passé pendant 2 ans pendant cette boîte et j'ai besoin d'avancer autrement. Et donc, c'est un peu ça qui s'est joué à ce moment-là. Et ensuite, une fois que j'ai commencé un peu à rebondir, que j'ai commencé à faire du mentorat, que j'ai commencé à faire le reste de ma carrière chez Life Mentor et compagnie, j'avais plus besoin de guérir. Et donc, en fait, c'est devenu la dernière de mes priorités, ce bouquin. J'y repensais très rarement, sauf quand il y avait quelques personnes qui me disaient « Alors, ton bouquin, ça en est où ?» Alors, ça en est nulle part. Et crois-moi que je n'y pense pas du tout. Donc, vraiment, c'est pas du tout prévu. Et en fait, je me suis replongée dans l'écriture après mon accident de plongée, donc à peu près 1 an et demi après mon accident de plongée. C'était un moment de ma vie où je me questionnais beaucoup sur mon utilité, puisque l'utilité, comme ce qu'on disait en intro tout à l'heure, ça passe beaucoup par le travail. Et moi, d'un coup, j'avais plus de travail rémunéré en tout cas, et je me posais beaucoup de questions sur bon, mais est-ce que je vaux toujours quelque chose, est-ce que je suis toujours utile, etc., etc. Et en fait, comme je cherchais du travail, je passais beaucoup de temps sur LinkedIn. Je suis tombée sur une éditrice qui s'appelle Rochard, des éditions Prochain Chapitre.
Et je lui ai envoyé un message en lui disant, écoute, j'ai l'impression que mon bouquin que j'avais tenté il y a 6 ans maintenant rentre dans ta ligne de ta maison d'édition. Allons-y si tu veux. Et elle était partante. Et en fait, ce qui m'a animée dans la deuxième phase d'écriture, c'était vraiment la volonté d'être utile à d'autres entrepreneurs. Et je pense que c'était super d'avoir repris ce projet après tout le recul que m'a permis le reste de mon expérience professionnelle et notamment chez Live Mentor, parce qu'en fait, j'ai vu défiler des centaines d'entrepreneurs dans nos formations. J'en ai accompagné moi-même en direct. Et en fait, on fait toutes et tous les mêmes conneries. Et donc, j'ai eu envie de montrer l'envers du décor en fait, tout le monde se presse pour nous dire fais ça, fais ça, fais ça. Mais moi, je veux vous montrer ce à quoi ça ressemble quand on ne fait pas ça. Ce qui se passe véritablement quand on n'écoute pas ces choses-là. Voilà pour cette longue intro. Parfait. Bah écoute, moi je voudrais vraiment qu'on parle du rapport à l'échec, mais quand même je vais revenir sur ce livre. J'ai dit tout à l'heure que c'était un guide pratique et c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans le livre et ce que tu expliques très bien. C'est que en fait, c'est pas un livre où tu te plains, où tu racontes avec beaucoup de pathos ce que tu as traversé. C'est hyper factuel et je trouve qu'on peut être nombreux à se reconnaître en fait dedans parce que la structure du livre, elle est construite. Alors je vais pas le spoiler vraiment, mais quand même je vais expliquer comment c'est fichu. Donc d'abord tu expliques l'erreur que tu as faite, voilà, pourquoi tu l'as faite et t'en as quand même fait un paquet parce que tu vas vraiment aller sur tout le panel des erreurs possibles. Donc ça, c'est hyper cool. Après, tu dis ce que tu aurais dû faire à la place. Et ça, je trouve que c'est très chouette aussi, parce qu'avec ton parcours, tu donnes pas des leçons, mais tu dis, voilà, bah, si j'avais fait comme ça, peut-être que ça aurait été mieux. Et puis, tu nous laisses pas sur notre faim, ce que tu racontes. Tu nous donnes des exercices pour aller mieux. Et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est les espèces de logigrammes décisionnels que tu as fait, qui sont assez didactiques, donc très, très chouette. Donc vraiment, je conseille ce livre aux entrepreneurs qui démarrent pour éviter de se tromper sur plein de trucs. Et ce que j'ai ressenti aussi dans ce livre, c'est que tu as vu grand tout de suite. C'est comme si tu avais voulu passer de 0 à 100 avant de passer de 0 à 30. Et moi, dans les erreurs que j'ai fait, ça, je suis vraiment en train d'analyser ce truc-là où je me dis, bah, j'ai vu tellement grand tout de suite. J'ai voulu avoir des gros objectifs. Et je trouve que c'est un peu ce que tu racontes dans le livre. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Mais écoute, c'est super vrai et en fait, je pense qu'il faut pas confondre le fait de voir grand avec le fait d'avoir de l'ambition, dans le sens où oui, on peut s'autoriser complètement à avoir de l'ambition, à avoir une vision, etc. Mais par contre, il faut être ultra conscient que en fait, le premier jour, on va juste faire un pas, et puis le deuxième jour, on va faire un deuxième pas, et le troisième jour, on va faire je me suis perdue dans mon compte, je sais pas combien de pas je suis. C'est pas grave. Moi non plus, je suis nulle en maths. En tout cas, on va y aller pas à pas. Et en fait, c'est un peu, si on fait l'analogie avec, je sais pas, escalader une montagne, qui est quand même le truc en entrepreneuriat. Ah, je t'entends plus. Je t'entends plus. Non, c'est bon, je parlais à ma stagiaire. Ah, pardon. Et en fait, si on fait l'analogie avec la montagne, qui est quelque chose qui est beaucoup utilisé en entrepreneuriat, en fait, oui, on vise le sommet, mais par contre, on sait très bien que le sommet, on va pas l'atteindre le premier jour, on va peut-être l'atteindre jour 2, jour 3, etc. Et en fait, ça, l'aventure entrepreneuriale, c'est aussi ça, de voir grand pour la finalité, oui, et sur la vision, mais par contre, de chaque jour, faire les petites actions qui nous mènent à cette finalité-là. Oui, parce qu'en fait, toi, tu as un parcours d'école de commerce, etc. Donc, j'imagine que tu sais conseiller les entreprises, puis ton parcours chez Live Mentor, etc. Tu conseilles les entreprises pour se développer, pour aller chercher de la croissance, etc. Donc, en fait, tu sais ce qu'il faut faire pour aller chercher de la croissance. Et moi, je me suis laissée un peu embarquer avec ça, parce que pareil, bah, je suis une experte de marketing, et en fait, j'ai mis en place plein de trucs marketing, etc. en me disant, ouais, ça va. Sauf que j'ai oublié de faire le pas numéro 1 et le pas numéro 2 et le pas numéro 3. Je suis allée direct au gros pas et en me disant, mais ça marche pas. Et en fait, là, aujourd'hui, moi, je suis dans le dur actuellement, je l'ai déjà partagé. Je recommence à faire un petit pas après l'autre et j'ai l'impression d'avancer très lentement, mais que c'est le chemin qu'il faut faire. Il y a un autre sujet. Et pardon, et c'est ça, moi, c'est vraiment ça qui m'a animée dans l'écriture du bouquin, parce qu'en fait, je me suis dit, bon,
peu importe ton état émotionnel, peu importe les montagnes russes que tu traverses au quotidien, juste tu vas écrire une ligne par jour au moins. Bon, c'était un peu plus que ça, mais voilà, il y a les jours où j'allais pas bien, j'écrivais une ligne. Les jours où j'allais très bien, j'écrivais 4000 mots. Et en fait, c'est pas grave, à la fin, il y a un livre, quoi. Donc, bon, bah, soyons reconnaissants, même des journées où il y a eu qu'une ligne, c'est pas grave. Ce que je trouve intéressant, c'est le rapport à l'échec. Alors, tu m'as confié tout à l'heure que tu étais en Allemagne. C'est bien, non, Munich, c'est l'Allemagne ou la Oui, c'est Suisse? ça. Non, c'est l'Allemagne. Nul en maths et en géo. Ah bah t'inquiète, moi je suis pas mieux, donc... On a un rapport à l'échec en France qui est très honteux. Je trouve que c'est éducationnel, je pense, mais quand on échoue, on a honte d'échouer. Et il y a le fameux fake it until you made it, fais semblant tant que tu l'as pas encore fait. Qu'est-ce que l'écriture de ce livre t'a amené comme réflexion par rapport à ça? Bah, en fait, moi, je suis pas une grande fan du fake it until you make it parce que tout le monde le comprend comme il faut mentir. Alors que non, il faut pas mentir. En fait, ouais, moi, je suis pas du tout à l'aise avec le fait de mentir et de cacher les échecs et de cacher les choses qui vont pas, les choses qui marchent pas. Pour moi, en fait, les échecs et toutes les montagnes russes et tout le côté un peu coulisses, un peu caché, c'est super important et c'est ultra déculpabilisant pour toutes les personnes qui reçoivent ce type de message-là en retour, en fait, parce que à partir du moment où on ouvre la boîte pour parler de ses erreurs, de ses échecs, de ses galères, on se rend compte qu'en fait, tout le monde a des choses dans son placard à partager, qu'on garde bien sous le tapis parce que ça paraît honteux, parce que, bah, voilà, ce que tu disais tout à l'heure, c'est très culturel en France, alors qu'en fait, c'est ultra précieux. On apprend énormément de ses échecs, on apprend énormément de la vulnérabilité qu'on s'autorise à avoir, mais aussi de la vulnérabilité des autres. Et, et voilà, et en fait, pour moi, je trouve que c'est ultra important de communiquer là-dessus parce que tout n'est pas tout rose, jamais, en fait. Mais quelle que soit la boîte, quel que soit le niveau de succès financier ou autre auquel on est, il y a toujours des galères, il y a toujours des choses qui se passent pas bien, mais je trouve que c'est malhonnête quelque part de passer ces éléments-là sous silence parce que on n'a pas besoin d'être un Wonder Man ou un Wonder Woman tout le temps. Non, je sais pas s'il existe Wonder Man, non, c'est Superman. Je sais pas. Encore nul en super-héros. Allez, c'est parti. Mais voilà, et du coup, je pense que, enfin, pour moi en tout cas, c'est très important de, oui, parler de ses succès, parler de ce qui va bien, évidemment, mais de ne pas oublier ce qui se passe aussi en coulisses, ce qui fait que le succès a été possible, parce que souvent, en fait, on a 9 non pour un oui, et 9 trucs qui se passent mal pour un oui, et je trouve que c'est très culpabilisant pour toutes les autres personnes qui galèrent au quotidien de se concentrer uniquement sur le oui. Parce que, bah, en fait, non, il y a des noms en coulisses et c'est important de les montrer aussi. Ouais, c'est le côté authenticité, ne pas mentir, parce que tout le monde traverse ses propres échecs. Hein. C'est pas donné à. Enfin, chacun vit ses propres échecs. Et puis d'ailleurs, un échec pour quelqu'un, c'est pas forcément un échec pour une autre personne. C'est vraiment une question de ce que je disais tout à l'heure, c'est l'histoire qu'on se raconte dans sa tête, en fait. De finalement, oui, j'ai échoué sur ce truc-là, mais ce qui me tue pas me rend plus fort. Du coup, il y a cette idée aussi de la vérité, enfin, comment dire, l'histoire qu'on se raconte. C'est-à-dire que échouer, c'est honteux. Échouer, il faut pas en parler. Ça se passe sous le tapis. C'est dans les coulisses, etc. Mais si on sort ça et qu'on transforme l'échec en quelque chose de, on va le transcender. Enfin, je sais pas, ou le transmuter. Je sais pas comment on peut dire ça, mais transmuter l'échec en quelque chose de positif, en une leçon. Moi, très souvent, quand je suis dans le dur, je me dis bon, attends, garde-le pour toi, le raconte pas. Puis quand tu auras réussi, quand tu auras atteint tes objectifs, tu pourras le raconter. Et puis en fait, ce que je me suis dit au bout d'un moment, c'est attends, mais j'en ai marre, quoi, de garder tous ces trucs sous le tapis. Déjà, je m'en souviendrai plus parce que je suis pas comme toi, j'ai pas écrit un livre. Mais en plus, à quoi ça sert de le garder pour moi alors que, en attendant que j'ai réussi, parce qu'en fait, ça fait partie du parcours et c'est là aussi qu'on va inspirer les gens et puis dédramatiser parce que l'entrepreneuriat, c'est dur. On est d'accord avec ça?
Non, mais complètement, complètement. Et j'ajouterais aussi que, enfin, tu disais tout à l'heure que un échec pour quelqu'un n'est pas forcément un échec pour quelqu'un d'autre, mais je pense que ça marche aussi dans l'autre sens. La réussite pour quelqu'un n'est pas forcément la réussite pour quelqu'un d'autre. Et parfois, on a tendance à projeter les choses sur, je sais pas, ça peut être des amis, de la famille, des connaissances ou au travail, sur ah bah un tel a eu une promotion que je voulais, oh là là, il doit être tellement heureux, c'est trop bien, machin. Un tel a acheté une maison, un tel a eu 4 enfants, un tel a un chat. Bon, voilà, on ne sait pas trop ce à quoi ça peut ressembler. Et en fait, on a tendance à projeter de la réussite sur certaines personnes qui peut-être elles-mêmes ne se sentent pas du tout en réussite. Donc, je pense que c'est aussi important à regarder dans ce sens-là et sous ce prisme-là. Et ensuite, bah ouais, complètement d'accord, quoi. Enfin, l'entrepreneuriat, c'est dur. Et moi, je sais pas comment dire. En fait, j'ai eu un peu de mal. Enfin, je trouve que l'aventure de devenir auteur et l'aventure de enfin, de lancer une boîte, c'est assez similaire finalement, et on passe par beaucoup des mêmes étapes. Et j'ai eu beaucoup de mal avec le nouveau statut d'auteur, dans le sens où moi, je m'attendais un peu à la vision très romantique de tu flottes un peu dans l'existence. Voilà, c'était un peu cliché. Et en fait, pas du tout. En fait, ma vie, elle n'a pas changé particulièrement. J'ai toujours le même quotidien, j'ai toujours les mêmes personnes, avec toujours des hauts et des bas. Bon, et en fait, pour moi, c'est super important de partager cette vision-là aussi, parce que enfin, je sais pas, mais je suis assez mal à l'aise avec le truc de d'un coup, tu deviens une espèce de star inaccessible, entre gros guillemets. Je dis pas que ça s'applique à moi, parce que pas du tout. Mais en fait, qu'on peut avoir tendance à projeter sur certaines personnes, alors qu'en fait, en vérité, on reste des personnes avant tout, quelle que soit notre activité pro, quels que soient nos projets, quel que soit ce qu'on fait dans notre vie, quoi. Donc, voilà. J'adore ce que tu dis parce que donc moi j'ai un podcast, j'ai des abonnés sur LinkedIn, mais en fait il y a des gens qui me disent ah c'est trop bien ce que tu fais, nani nana. Oui bon enfin je fais comme toi, je galère comme toi, je suis pareil que toi. Ah mais tu réponds à mes messages. Ah ben ouais c'est pas parce que j'ai 8000 abonnés ou pareil que j'ai écrit un livre que je suis devenue une autre personne. Non ça n'existe pas. Et en même temps, il y a des gens qui doivent être comme ça aussi. Donc, ça fait partie de notre humanité. Mais J'avais envie complètement. qu'on discute. Attends, Vas-y. pardon, j'ai juste une mini anecdote pour terminer sur ce sujet. Il y a quelqu'un qui m'a contacté par MP, message privé sur LinkedIn, et puis qui, en fait, j'ai répondu et était en retour, oh, mais t'es ultra accessible. Et j'étais là, mais, enfin, justement, tu vois, genre, je suis pas le pape sur la lune, enfin, n'importe quoi. C'est clair, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, après, moi, j'ai rencontré des coachs business où je leur ai donné des milliers d'euros et même pas ils m'ont donné l'heure. Donc, voilà, c'est aussi les deux pans. C'est clair, ouais, il y en a qui sont dans l'autre stratosphère et qui, bon, bah, voilà, on sait pas trop ce qu'ils font dedans, mais écoute, ça C'est a clair. l'air d'aller pour eux. Avant d'enregistrer l'épisode, on a parlé d'un truc, tu sais, c'est en fait, on a une vie hyper prévisible. Enfin, moi, à 16 ans, je savais déjà ce que je voulais faire à 30 ans. Euh, et j'ai eu de la chance dans ma trajectoire de vie. Et j'ai l'impression que toi, c'est un peu pareil, école de commerce, entreprise, etc. Tout est bien calé. Et puis à un moment donné, clic, ça grippe. Il y a un truc qui se passe. Et tout à l'heure, tu disais, attends, comment tu as dit ça? Tu as dit, je m'étais dit que après ça, ça irait mieux. Mais c'est pas aller mieux. Et j'aime bien le côté, tu sais, contrôle fric aussi, de se dire, attends, mais là, ça va pas, mais là, dans 3 jours et 2 heures, j'irai beaucoup mieux. C'est tellement drôle. Oui, en fait, donc moi, j'ai fait un accident de plongée sous-marine et ensuite j'ai voulu retourner au travail alors que j'étais pas prête et j'ai enchaîné sur un burn-out, ce qui fait que pendant 6 mois, ensuite, j'ai été en arrêt maladie, en dépression et compagnie, et donc j'ai fini par quitter cette entreprise et je m'attendais à ce que ça aille mieux. Et non. Et donc en fait, en fait, j'ai voulu contrôler ma dépression, ce qui est quand on le dit comme ça, c'est vraiment n'importe quoi, parce que bon, s'il y a un truc qu'on va pas contrôler, je pense que c'est ça. Clairement pas. Et ouais, bah clairement, moi j'ai beaucoup de problèmes avec cette notion de lâcher prise, du contrôle et tout ça. Enfin,
Et là, ça va mieux dans le sens où j'ai accepté que bon, il y avait des hauts et des bas et que en fait c'est ok. Et ce qui m'a beaucoup aidé, si jamais vous êtes dans des cas comme ça, je vous partage, c'est que c'est la méthode des petits pas. C'est vraiment le truc qu'on disait en début d'épisode de, en fait, peu importe mon état émotionnel, peu importe l'état mental dans lequel je suis, je vais faire une action qui compte pour mon projet chaque jour. Et une action, ça peut paraître peu, mais en fait, à la fin de la semaine, ça veut dire que j'ai fait au moins 7 actions, alors que dans une semaine où ça ne va pas, avant, je pouvais me retrouver à avoir rien fait du tout qui compte pour le projet, parce que ça n'allait vraiment pas. Donc voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et en fait, j'ai fait la paix aussi avec le fait que bon, bah, j'ai plus l'énergie d'avant, ce qui est un peu triste parce que j'ai 32 ans, donc bon, bah voilà, j'ai l'impression de parler comme une mamie de 90 ans. Mais il faut que je compose avec un niveau d'énergie qui est différent, avec un niveau d'énergie qui n'est plus le même. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas, et il y a des jours où oups, j'ai fait bouger ma table. J'espère que ça ne s'entendra pas, le déménagement au micro. Mais voilà, et en fait, il y a des moments où ça va aller mieux que d'autres, mais par contre, on continue à garder le cap et on avance. Donc ouais, mais c'est vrai que cette injonction à aller mieux, enfin, en fait, à la fois, je pense que ça m'a porté de me dire il va y avoir du mieux, et en même temps, le mieux n'arrivait pas du tout au moment où moi je m'attendais à ce que ça aille mieux, et ça, c'était quand même assez frustrant à vivre au quotidien. Après, ce qu'on ne dit pas, tu partages que tu as vécu un burn-out. Ce qu'on ne dit pas sur le burn-out, c'est que ça provoque aussi des séquelles cognitives sur le long terme. Dans ton livre, tu partages le parcours de Laure Daudier sur le slowpreneuriat. Elle aussi, elle raconte qu'elle a traversé un burn-out et en fait, elle peut plus travailler plus de 25 heures par semaine. Alors, elle a refait tout son modèle économique, tout son business autour de ça, justement pour vivre plus en paix avec ce qu'elle est, qui elle est et ses capacités. Et quand on est entrepreneur, en fait, c'est délicat parce que il faut toujours passer à l'action, comme tu l'as dit, un petit pas, puis un petit pas. Et en même temps, on doit obligatoirement s'écouter parce que être entrepreneur, c'est surtout quand on est solo, on est la matière première de notre entreprise. Et donc, si on ne peut plus fonctionner, notre entreprise ne peut plus fonctionner. Et malgré tout, il y a quand même des échecs qui arrivent. Et c'est pas simple, en fait, de vivre un peu cette dualité. Non, mais complètement, et clairement, il faut s'écouter. Et quand je parle de une action, en fait, ça peut être la plus petite action. Comme je disais sur l'écriture, il y a des jours où ça a été une phrase. Mais en fait, pour moi, cette phrase, c'était le bout du monde de l'énergie, de ce que je pouvais faire. Et c'est OK. Et il y a des jours où une action, c'est un mail envoyé. Et il y a des jours où, bon, bah, une action, ça va être tourner un podcast, comme par exemple ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Après, crois-moi que je vais faire une sieste. Le reste de ma journée, je vais peut-être envoyer 3 mails, mais peut-être pas. Enfin, Ouais, c'est ça. voilà, on fait comme on peut, et surtout, on s'écoute parce que, en fait, quand on est entrepreneur, on est la seule personne aux commandes et on peut pas se cramer. En fait, on n'a pas ce luxe-là, entre guillemets, d'y aller à fond, et ensuite de péter un câble et que tout éclate parce qu'en fait, ça signe l'arrêt de mort du projet, l'arrêt de mort de l'entreprise, de ce qu'on a commencé à lancer, surtout quand on est seul. Et si on veut durer dans le temps, on est obligé de prendre en compte son énergie, et on est obligé de prendre en compte ses propres limites, ses propres systèmes, ses propres manières de fonctionner, etc. Il n'y a pas le choix. C'est vraiment, et si vous avez encore du mal à le faire pour vous, pour votre propre bien-être, dites-vous que vous le faites pour l'entreprise et pour votre projet. Dans ton bouquin, tu parles de 33 erreurs que tu as faites. Est-ce que si tu devais en sélectionner 3 parmi les 33, tu sélectionnerais lesquelles? C'est hyper dur. Déjà parce que, en fait, malgré le fait que j'ai lu mon bouquin 150 fois, j'avoue que là, j'ai un peu un blackout et je sais plus exactement. Alors, non, mais je sais les thèmes, mais je sais plus les nommer. je ne vais pas te dire particulièrement. quelle erreur tu as, le numéro de l'erreur. Moi, je les ai notées, les miennes, mais comme tu n'étais pas au courant, parce que je voulais te faire cette surprise. Alors, je te repose la question différemment. Quelle est l'erreur? Alors, attends. La pire erreur déjà, la plus grosse erreur, celle qui t'a coûté le plus cher, par exemple en énergie, parce que pas forcément en argent, mais en énergie.
Ouais, mais en fait, non, mais je vais quand même pouvoir te répondre sur les trois. Peut-être qu'elles seront pas formulées pareil et peut-être que je vais en combiner ensemble. Mais en Ok. fait, la première erreur, je pense, dans mon cas, c'est que j'avais un mindset de bon élève et vraiment une posture de bon élève. C'est ce qui est très commun, surtout parmi les femmes qui se lancent. Et moi, dans mon cas, je sortais d'études, donc j'étais vraiment dans une posture d'élève. Les profs ont raison, les mentors ont raison, les coachs ont raison. Ce qui fait que, en fait, j'étais pas dans mes bottes de chef d'entreprise, j'étais pas dans mes bottes de dirigeante. Et en fait, le seul moment, je pense, où j'ai été dans mes bottes de dirigeante, c'est le moment où j'ai choisi de fermer l'entreprise, alors que mes mentors étaient là à me dire, mais non, non, pas du tout, continue. Et j'étais là, non, en fait, là, on ferme, c'est définitif. Sentence est irrévocable. Et, et donc ça a été le premier gros truc qui en fait fait qu'il y a plein d'erreurs qui en ont découlé. C'est que j'écoutais absolument tout ce que mes mentors me disaient, mes coachs me disaient, et je faisais ce qu'ils me disaient, mais sans avoir de sens critique, sans avoir mon propre jugement. Même quand j'étais pas d'accord, j'appliquais quand même. Et ça, c'est quand même une grosse bêtise que j'ai faite. La deuxième chose, c'est que je laissais la peur me paralyser, dans le sens où, en fait, je savais ce qui était important. Par exemple, quand on lance une entreprise, en fait, ce qui va faire vivre l'entreprise, qu'on aime ou non, c'est le cash et c'est l'argent qu'on va pouvoir faire rentrer. Donc, en fait, toute la partie vente, elle est ultra importante dans tout projet entrepreneurial. Voilà, c'est comme ça. Je, je ne peux pas malheureusement régler cette partie-là, donc il faut qu'on compose avec. Et, et en fait, moi, il y avait des choses qui me faisaient peur. Par exemple, commencer à communiquer sur les réseaux sociaux, par exemple, oui, non, c'est surtout ça le gros exemple. Et en fait, commencer à m'exposer. Et donc, que je procrastinais. Je faisais beaucoup de procrastination active où en fait, j'étais occupée toute la journée, mais j'étais jamais sur les bons sujets, principalement parce que j'avais peur. Et en fait, j'ai pas identifié cette peur. Moi, j'étais vraiment convaincue que je faisais la bonne action. Et ça, c'est encore un peu pas un parallèle, mais en rapport avec ce qu'on disait tout à l'heure de il faut rester dans l'action. Là, à ces moments-là, j'étais dans l'action. Donc, a priori, on se dit, bon, on n'a rien à lui reprocher. Mais en fait, non, j'étais pas dans la bonne action. J'étais dans des actions qui me donnaient l'illusion d'être occupée, alors qu'elles ne faisaient pas avancer mon projet. Et ça, je l'ai vu vraiment, vraiment tard. Et le troisième élément, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Je pense qu'il y a beaucoup de podcasts qui m'ont posé la question et à chaque fois, j'ai dû dire des trucs différents. Enfin, non, pas complètement différents, à peu près. La troisième, c'est dur, hein, la troisième. Écoute, on va dire deux, hein. C'est les principales. Après, moi j'adore le sujet de la procrastination active. Je trouve ça tellement fou de, de faire tout ce qu'il faut, de faire plein de trucs, sauf ce qui compte vraiment. Si t'es OK, moi j'en ai trouvé trois aussi, Vas-y. des erreurs. Alors la première, j'ai pas retrouvé le numéro de l'idée, mais à un moment donné, tu dis que tu as fait ton site. Donc c'était un site de vente en ligne de vêtements de seconde main et tu as fait ton site internet from scratch. C'est-à-dire que tu n'as pas choisi de CMS, de logiciel genre WordPress ou Shopify pour créer ton site internet. Tu as carrément fait développer ton site internet par un développeur, etc. Donc, qui a codé à partir d'une page blanche tout ton site internet. Alors ça, c'est vraiment technique, mais c'est la pire idée quand on est dans le marketing. En fait, il y a tellement de paramètres à prendre dans un site internet. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette erreur-là, c'est pourquoi pourquoi tu as pris. Pardon. J'étais en train de prendre une gorgée quand le pourquoi est sorti. J'ai pas réussi à prendre ma gorgée de verre d'eau. Vraiment, j'étais mort de rire. Alors pourquoi? En fait, justement, ça découle de la première erreur que j'ai citée sur mon mindset de bon élève. Donc en fait, quand je me suis lancée, un des conseils qu'on m'a donné, ça a été de ramener une associée dans l'aventure. Donc je suis allée chercher ma meilleure copine de l'époque et en fait, je l'ai ramenée sur. Nous, on faisait pas de la seconde main, on faisait de l'éco-responsable, mais on n'avait pas de seconde main et justement, c'est aussi pour ça qu'on a fermé à la fin. Et donc en fait, un de nos mentors
mentor était vraiment très insistant sur le fait qu'il fallait qu'on développe ce site internet from scratch, en nous disant ça va vous bloquer plus tard si vous ne l'avez pas, il faut absolument le faire, etc., etc. Et en fait, mais pas du tout, pire idée, comme tu as dit. Enfin, vraiment, c'était horrible. Pourquoi c'était horrible? Parce qu'en fait, sortir ce site internet-là nous a pris 1 an et demi. 1 an et demi, c'est extrêmement long, en fait. Et je pense que en fait, c'est bon, j'ai retrouvé aurait dû être ça la 3e erreur que j'ai citée tout à l'heure dans ta question. Mais en fait, quand on est entrepreneur, il faut se confronter le plus rapidement possible à son marché. Il faut commencer à vendre le plus rapidement possible auprès de ses clients et aller chercher ses clients, etc. Nous, ça veut dire que cette décision du site from scratch, qui découlait du côté bon élève, parce qu'en fait, ce qui est dramatique aussi, enfin dramatique, c'est à toute proportion gardée, mais c'est qu'à l'époque, à ce moment-là, quand il nous a donné ce conseil, on avait déjà un CMS quasiment prêt à lancer, qu'on allait pouvoir lancer 2 semaines après. Et il nous a dit non, pire idée. Donc bon, d'accord, on l'a écouté et en fait, on n'aurait pas dû. Et je crois que j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais. J'ai commencé 12 phrases en même temps. mais du coup, quand on est entrepreneur, en fait, il faut pouvoir vendre très rapidement. Et nous, cette décision-là a retardé la vente de 1 an et demi, ce qui est extrêmement long. C'est vraiment très, très long. Oui, parce que clairement, si vous aviez choisi un logiciel, alors je dis ça pour les auditeurs parce que toi, ça y est, tu le sais, mais si vous décidez soit de faire la vente en ligne ou alors même de vendre vos services, vos prestations, ne partez pas from scratch pour faire un site. Prenez un logiciel qui vous permet de faire des sites internet. Donc, WordPress, c'est 60% des sites dans le monde entier qui sont faits avec ça. C'est gratuit, open source. Voilà, ça marche très, très bien. Et puis, sinon, après, il y a Shopify si tu as des boutiques en ligne. Mais bon, ça, je ne suis pas une experte du produit. Donc, ouais, ça c'est marrant parce que, en fait, quand tu expliques cette problématique-là, ce que tu racontes, c'est « j'ai été mal conseillée ». Parce que tu as quelqu'un qui t'a dit « fais comme ça ». Et toi, tu n'avais pas forcément les compétences, le backup, l'expérience pour dire « mais non, en fait, c'est une idée pourrie ». Et d'ailleurs, à un moment donné, tu parles d'une erreur où tu as pris des stagiaires qui étaient pour des sujets où tu n'étais pas qualifié. Ça aussi, c'est une erreur de prendre des stagiaires en te disant « oui, le stagiaire le fera, j'y connais rien, mais la stagiaire le fera ». Donc, l'entourage, c'est hyper important. Tu parles d'associés. Moi, je n'ai pas du tout d'expérience d'associé, mais l'entourage, en fait, c'est tellement important. Ouais, l'entourage, non mais c'est clair. Et en fait, je pense que je sais pas si c'était un mauvais conseil volontaire. Je pense pas d'ailleurs, parce que en fait, ça peut faire sens dans un truc où on se dit qu'on est en train de monter la prochaine licorne. C'est comme ce qu'on disait au tout début, en fait, sur le côté on vise grand dès le départ. Oui, quand on monte la prochaine licorne, je peux concevoir qu'un WordPress ou un Shopify, ce soit limitant. Mais en fait, avant de monter la licorne, comme on disait, commençons à monter la plus petite partie du projet. Et ouais, en fait, je pense que c'était que le conseil n'était pas le plus avisé parce qu'il partait pas forcément du meilleur endroit de lancez-vous vite, mais plutôt viser très très grand. Et comme ce que tu as dit, nous, on n'avait pas les capacités, l'expérience en face pour dire non, c'est une mauvaise décision. Yes. Alors, j'avais une deuxième erreur que j'ai sélectionnée, mais en fait, c'est l'erreur numéro 13. J'ai mal travaillé mon marketing et ma com. Tu viens déjà d'en parler pas mal, en long, en large, en travers. Donc, je vais aller vite sur ça-là, mais c'est clair qu'il faut aller vite. Il faut communiquer rapidement, le plus rapidement possible, parce que construire une audience, de la visibilité, etc., ça prend énormément de temps. Et à moins d'aller faire le buzz, mais j'imagine que c'est pas non plus dans ton éthique par rapport à l'éco-responsabilité, etc. Mais ça, aujourd'hui, on a tendance à pas le prendre en compte en se disant ça va se faire tout seul, mais sauf que c'est totalement faux. Et je pense que aujourd'hui, tu es en train de faire la promo de ton livre et c'est la même chose. C'est que si tu n'as pas de visibilité, ton livre ne se vendra pas. Enfin, écoute-moi, je te le dis en off, je vais quand même le laisser, mais il y a quelques jours avant que je fasse ta connaissance et tout ça, vraiment, ton livre, il est sorti dans mes recherches Amazon. Donc, tu vois, ça, je savais que ça allait te faire plaisir.
C'est ouf! Parce que moi, il sort, tu sais, en fait, moi, comme je passe ma vie à envoyer le lien à tout le monde, Évidemment. en fait, toutes les publicités que j'ai, à chaque fois que je vais sur un site internet, c'est mon livre. Et donc, je suis là, bon, on est en train d'en faire un délire mégalo, là, ça va pas du tout. Ah Mais que non, ça non, sorte chez des personnes qui ne me connaissent pas, waouh, incroyable. et en fait, si tu veux, je venais de faire mon coming out là sur LinkedIn en disant que c'était la galère et tout. Et puis je me suis dit, bon, attends, il doit bien avoir des bouquins sur l'échec. Enfin, je dois pas être toute seule à échouer, tu vois. Donc j'ai dû taper genre échec ou erreur entrepreneur ou je sais pas quoi. Et ton livre est sorti. Puis après, j'étais ouais, c'est trop satisfaisant. C'est pour ça que je te le dis, parce que l'autre jour, j'ai une nana aussi qui me dit, tu sais que quand j'ai demandé à ChatGPT qui était le meilleur expert en masterclass de vente, il m'a sorti ton nom. Oh, Waouh, j'étais trop trop bien. happy, tu sais. Génial. Donc ça c'est trop cool. Et c'est quand après, tu as réagi à mes posts, etc. Et j'ai dit, oh, mais je l'ai déjà vu sur Amazon, ce bouquin. Et en fait, je croyais qu'il était sorti depuis longtemps, tu vois. Mais en fait, ça fait vraiment très peu de temps que tu l'as sorti. Tout ça pour dire quoi que oui, effectivement, la visibilité, c'est hyper important et ça se prend du temps à construire. Donc ça, il faut le faire dès le départ. Et alors, du coup, je vais passer sur la troisième erreur que j'avais identifiée. C'était la numéro 25. Alors, je sais, tu sais pas ce que c'est la numéro 25. Mais cette erreur, Ouais, elle est vraiment vraiment aucune idée. merdique. Parce que c'est les maths, tu sais, c'est les maths. Ah, Alors, c'est je la reprends. le chiffre d'affaires en équation. Exactement. J'ai créé une entreprise avec laquelle je ne pouvais pas rester alignée sur le long terme. Et donc là, tu nous expliques que, effectivement, par rapport à ton prévisionnel de chiffre d'affaires, il fallait que tu aies 40 000 visiteurs sur ton site internet fait from scratch, donc pas du tout optimisé pour le référencement naturel, avec un produit hyper niché sur l'éco-responsabilité. Et ça t'a pas fait tilt que 40 000. C'était beaucoup. Pardon, ne le vois pas. Je suis morte de rire, je suis morte de rire. Non, non, mais t'inquiète, je suis vraiment ultra morte de rire. Moi, j'ai beaucoup d'autodérision et j'adore cette façon de le présenter. Je trouve ça génial. Non, non, mais tu rigoles ou quoi? J'adore. Je coupe mon micro pour pas qu'on m'entende rigoler par-dessus, mais je suis Si, morte de rire on de A à rigole. Z. Mais ça, typiquement, tu vois, c'est vraiment des erreurs. Moi, quand j'accompagne des entrepreneurs qui démarrent, tu sais, je leur dis, bah, tu veux faire combien de chiffre d'affaires, combien tu veux vendre ton produit, et du coup, combien tu as besoin de faire de ventes. Et donc, si tu pars d'un taux de conversion à 2%, je pense que c'était ce que tu avais mis, voilà, Ouais, c'est ça, moi 2%, j'avais c'est un dit. taux de conversion moyenne. Combien tu as besoin d'avoir de vues? Et là, tu sais, c'est le chiffre, mais genre, il faut ameuter toute la planète pour vendre. Et ça, il n'y a pas besoin de faire un business plan pendant 3 mois pour comprendre que en fait, il y a une erreur dans l'équation. Malgré tout, ben, tu l'as pas forcément anticipé, cette erreur-là. Mais c'est ça, en fait, cette équation-là, elle est arrivée, je pense, 2 ou 3 semaines avant qu'on décide de fermer le site. En fait, ce mentor-là qui nous a fait poser cette équation. Et je pense que ça a commencé, en fait, c'est ça qui a planté la graine de, en fait, il faut qu'on ferme, mais on l'a pas du tout formalisé à ce moment-là. Ça a juste plutôt planté la graine de, ah ouais, en fait, il faut que vraiment on mette les bouchées doubles sur la partie marketing, sur la partie acquisition client, etc., ce qu'on n'avait pas du tout anticipé et vu arriver à ce point-là, parce qu'en fait, on était très naïfs, on pensait que le bouche à oreille allait suffire. Et bon, bah non, ça suffit pas du tout. Et en fait, ouais, c'est vraiment ça qui a planté la graine, mais je comprends pas comment on l'a pas vu avant, parce que oui, on avait fait un business plan dans lequel, voilà, j'avais fait mon business plan sur 5 ans. Enfin, vraiment, c'était, on allait sur une autre stratosphère, etc. Mais par contre, en fait, ce business plan, à aucun moment, je l'ai traduit en qu'est-ce que ça veut dire dans mes opérations, qu'est-ce que ça veut dire dans mon marketing, qu'est-ce que ça veut dire dans mon acquisition, combien d'humains concrètement. En fait, c'est resté des chiffres sur un Excel. Et ça, c'était la pire idée. Non, je ne veux pas dire la pire idée, parce qu'en fait, il y en a eu plein des pires idées, mais c'est dur les expressions. Une des pires idées. Bah, je trouve que du coup, on a trouvé nos erreurs. On tourne un petit peu en boucle. Bon, moi, j'aime bien parler de marketing, de com, etc. Donc, on va vraiment là-dedans. Le côté, juste un petit calcul, parce que effectivement, quand tu veux lancer une boîte, on te dit de faire un énorme business plan et tout. Mais juste ce calcul-là,
combien de chiffre d'affaires tu veux faire, combien de clients il te faut. Et du coup, avec un taux de conversion moyen de 2% dans le métier, ça se trouve très facilement ce chiffre-là. Combien il me faut de vues, de visibilité. Ça prend pas 3 heures à calculer, mais ça va rapidement montrer l'éligibilité du produit et du modèle économique. C'est hyper intéressant. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je ne sais plus si c'était avant qu'on commence l'enregistrement ou pas. Ce que j'ai adoré vraiment dans ton livre, c'est qu'il n'y a pas de pathos. Tu ne vas pas faire le « ouin, j'ai fait ça comme erreur », etc. Je trouve que c'est très intéressant parce que tu partages quelque chose comme si c'était normalisé, en fait. Tu normalises l'échec dans l'entrepreneuriat. Et ouais, ça fait partie du taf. Donc, si tu ne veux pas planter ta boîte au bout de... Combien de temps elle a duré, ta boîte? 2 ans, du coup, c'est ça? 2 ans, ouais, c'est ça. Vraiment, procure-toi ce livre de Justine. Alors, je voudrais juste conclure sur un truc, mais on va quand même continuer. Tu m'as proposé de m'envoyer ton livre pour l'épisode, mais je l'avais déjà acheté. Et puis, je trouve que c'est important d'acheter les livres des auteurs. Donc, voilà. Mais tu m'avais quand même proposé de l'offrir à quelqu'un. Alors, je voudrais glisser juste dans la fin de l'épisode pour les gens qui vont écouter jusqu'au bout. La réponse à la question, c'est 33. Je vais poser une question sur un post. Ça va être le nombre d'erreurs totales dans le livre. Donc, la réponse, ça sera 33. N'oubliez pas ce chiffre. Tous les auditeurs qui sont arrivés jusqu'à la fin de cet épisode. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as un message à faire passer ou un dernier tips à donner à nos auditeurs? Oui, en fait, je pense que c'est sur la thématique des erreurs de manière générale, parce que on l'a dit un peu tout à l'heure, lancer une boîte et écrire un bouquin et ensuite lancer ce bouquin, c'est très similaire. Et moi, j'ai détesté la partie correction de mon livre. Par contre, il y avait un chapitre que j'ai adoré relire. Et je ne sais plus le numéro duquel c'était, mais c'était celui dans lequel je racontais la catastrophe du lancement de mon site internet, sur lequel j'avais fait très peu de communication. Et en fait, je l'ai traité comme un jour lambda, pas du tout comme un lancement et un événement marketing. Et en fait, pourquoi ça me faisait plaisir? Parce que j'ai pu mesurer à chaque fois les progrès que j'avais fait pour le lancement de mon bouquin. Parce que pour le lancement de mon bouquin, j'ai rameuté la terre entière. Ça fait des mois que je m'active sur LinkedIn, que je contacte des gens, etc. Et donc, bien sûr, avec mes moyens et dans la limite de ce que je peux faire, voilà, je dis j'ai rameuté la terre entière. Bon, j'ai pas envoyé mon bouquin à Beyoncé non plus, donc toute proportion gardée. Mais en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que à partir du moment où on identifie ces erreurs, en fait, on peut briser le pattern. Les erreurs, on fait toujours les mêmes. Il y a un proverbe québécois que j'aime beaucoup qui dit une fois c'est une erreur, 2 fois c'est un choix. Et en fait, toute mon intro, je l'ai basée sur un exercice que ma prof de maths nous faisait faire en prépa, qui était d'aller analyser nos erreurs dans les copies précédentes pour s'améliorer d'une copie à l'autre, etc., etc. Et en fait, quand j'ai commencé à véritablement faire cet exercice dans un cadre scolaire, je me suis rendu compte que effectivement, les erreurs étaient exactement les mêmes d'une copie à l'autre dans toutes les matières. C'était systématique. Et je pense que dans la vie pro, aujourd'hui, dans la vie entrepreneuriale, si on ne prend pas le temps d'analyser ces erreurs, en fait, on va les répéter. Et ça vaut pour plein de choses. Ça vaut pour la vie amoureuse, ça vaut pour les amitiés, ça vaut pour toutes les choses toxiques qu'on laisse rentrer dans sa vie de manière répétée, etc., etc. Donc voilà, moi, j'aimerais vous dire qu'en fait, au-delà d'aller lire mes erreurs à moi dans mon bouquin, qui je pense vont beaucoup vous être utiles, prenez le temps d'analyser vos erreurs à vous, parce que c'est le premier pas pour briser ce pattern et faire en sorte que vous ne répétiez pas ces erreurs dans les prochaines années. C'est passionnant. Vraiment, le mot de la fin était très encourageant pour ceux qui nous écoutent. Et encore une fois, sur la normalisation de l'erreur, parce qu'en fait, ça fait partie du job. On ne peut pas faire autrement que de se planter dans tous les cas. Est-ce que, Justine, tu peux nous dire où c'est qu'on peut te contacter? Parce que oui, tu réponds toi-même à tes messages, au miracle. Oui, j'y réponds. Alors, j'y réponds en retard, mais j'y réponds. On peut me contacter sur LinkedIn principalement. Et sinon, je crois que j'avais créé un mail pour le bouquin. Je crois que c'est justineabecassis.livre@gmail.com.
Je suis quasiment sûre que c'est ça. Je pense qu'il est sur mon site internet. Et sinon, le bouquin, il est disponible en librairie, partout. Je sais qu'il est en stock en général à la Fnac et à Cultura. Mais sinon, il est disponible dans toutes les librairies. Il est disponible sur les plateformes en ligne, Amazon, la Fnac et compagnie. Et si vous me croisez dans le métro, en général, j'ai un exemplaire avec moi. Parce que je l'aime, c'est mon bébé. Voilà. Dans tous les cas, je mettrai tous les liens sur la bio de l'épisode. C'était vraiment un plaisir de t'avoir et une joie de parler d'échecs. Parce que quand on est dans le dur de l'échec, c'est difficile de sortir la tête de l'eau pour se dire « Non, mais en fait, ça va, c'est OK. Ce que je traverse, c'est totalement normal et c'est safe. » Donc, on peut se raconter aussi une autre histoire autour de l'échec. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire que tu nous as racontée autour des échecs. Donc, merci beaucoup, Justine. Merci beaucoup et merci beaucoup pour cette invitation. C'était trop cool. Si cet épisode t'a inspiré, secoué ou donné une idée claire à activer, rappelle-toi juste d'une chose, tu as le pouvoir de tout transformer. Tu n'as pas besoin de permission pour viser grand, juste de décisions claires, d'un plan solide et de t'entourer des bonnes personnes. Si tu veux aller plus loin, mon programme de mentorat est là pour les plus déterminés. Tu trouveras le lien juste en dessous de l'épisode. Et si ce podcast te parle, pense à t'abonner, le partager et à laisser une note parce que c'est la meilleure façon de le faire rayonner. À très vite dans un nouvel épisode et d'ici là, continue d'assumer ton expansion.